Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a besoin de parler. C'est pour ça que je fais une troisième vidéo cette semaine, parce qu'on a plusieurs choses à discuter ensemble. Entre autres, on va discuter qu'est-ce qui s'est passé réellement il y a 2 jours pour qu'on ait une baisse aussi violente sur le Bitcoin et les autres altcoins. On va voir est-ce que ça change ma prédiction pour le cycle actuel qu'on prévoit un sommet de marché sur le Bitcoin en octobre et sur les altcoins un petit peu plus tard. On va faire un retour sur Theta, qu'est-ce qui est arrivé avec notre bon vieux Theta. Aussi, on va voir pourquoi les choses sont vraiment plus claires maintenant, qu'on a pris un peu de recul sur la grosse baisse qu'on a eue et qu'on peut maintenant expliquer exactement ce qui est arrivé il y a 2 jours. Et aussi, je vais vous dire qu'est-ce que je pense qui va arriver dans les prochaines semaines selon moi. Et on va aussi en profiter pour voir les différents acteurs sur le marché du trading et des crypto-monnaies qui va nous permettre d'avoir une perspective encore plus globale sur ce marché-là. Donc si ça vous intéresse, définitivement restez pour la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et mettez un commentaire parce que ça m'aide beaucoup pour mon channel. Et en plus, j'aime vous lire. Merci vraiment beaucoup pour tous les bons commentaires, entre autres hier sur Telegram. Merci beaucoup. Et j'en profite pour vous dire une nouvelle assez exceptionnelle. D'ici 7 jours, la formation Maîtriser la finance décentralisée pour faire des revenus passifs sur vos stablecoins. Donc, toutes les stratégies à utiliser en cas de bear market, en cas que vous avez du capital que vous voulez préserver et faire des taux d'intérêt de plus de 20% dessus. Cette formation-là est live dans moins de 7 jours. Donc, pour être à l'affût de ce qui s'en vient, suivez-moi sur mon Twitter, suivez-moi sur mon Telegram, les liens sont dans le bas de la vidéo. Et pour récompenser les premiers acheteurs de la formation, je compte faire un gros rabais pour les premiers jours. Donc, soyez prêts. Et comme toujours, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier. Donc, tout ce qui est dit dans la vidéo, ce n'est que du divertissement, de l'enseignement. Je dirai jamais assez. Donc, si vous prenez une décision financière et que vous faites des gains, bravo à vous, c'est sur vous. Et si vous prenez une décision financière et que vous faites des pertes, c'est sur vous aussi. Donc, à partir de là, gardez votre mental fort et rappelez-vous que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui essaie seulement de vous accompagner dans le marché haussier des crypto-monnaies jusqu'à la fin. Donc, je fais de mon mieux pour vous aider à rendre les choses un peu plus claires dans toute cette montagne d'informations. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, avant d'aller voir la charte du Bitcoin, j'aimerais qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui est arrivé pour que le Bitcoin chute de 20% en une journée et que les autres crypto-monnaies se fassent défoncer de plus de 30% dans la même journée? Est-ce que les baleines ont commencé à vendre? Est-ce que c'est la fin du marché haussier? On va aller voir la réponse tout de suite, parce que maintenant, les choses sont plus claires. On peut voir exactement ce qui s'est passé en regardant les analyses on-chain, donc sur la blockchain, parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé dans la correction ici. On a vu les baleines se mettre à vendre énormément de Bitcoin au prix spot, ce qui a fait chuter le cours des crypto-monnaies. Et dans le début de la montée ici, on a vu ces mêmes baleines racheter énormément de Bitcoin. Donc, est-ce que les baleines sont en train de domper en ce moment? Allons voir l'analyse de Willy Woo. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? On est en train de voir que le crash n'a pas été causé par les baleines qui sont en train de vendre. Ouf! Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le crash a été causé par quelque chose d'autre. Le crash a été causé par d'autres acteurs de marché, qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et là, quel a été le comportement des baleines lors de cette correction? Comme vous voyez ici, les long-term investors ont racheté, les short-term investors ont racheté, et les cryptos sont sortis des exchanges, tout ça pendant que le prix du Bitcoin descendait. Donc, si vous aviez eu peur dans cette correction, que vous êtes mis à faire des ventes paniques, vous faisiez exactement le contraire de ce que les baleines faisaient. Mais gardez ça en tête. Et là, pourquoi est-ce que les gens paniquaient? Je pense tout simplement que les gens ont un syndrome post-traumatique de ce qu'on a vu au mois de mai, juin et juillet, parce qu'il faut l'avouer, la correction était brutale, était longue, était violente. Et il nous a fait sentir comme si les crypto-monnaies s'en allaient à zéro. Là, on a eu un rappel mental de ce qui vient de se passer. Et je vous inviterai aussi, vraiment, à vous rappeler de la journée qu'on a eue le 7 septembre, le sentiment que vous vous êtes senti. Souvenez-vous comment vous vous sentiez, parce que ça va vous rappeler de prendre des profits. Parce que selon moi, le marché n'a pas fini de monter, et ça va vous rappeler de prendre des profits dans la montée, parce que quand le marché va se mettre à corriger pour le vrai, là, il n'y aura pas de pardon. Et vous allez vous sentir comme ça pendant des semaines, si vous n'avez pas vendu et pas pris de profit. Donc, rappelez-vous de ça, un point très important, autant pour votre mental que pour votre portefeuille. Donc, si on revient sur les whales, on peut dire merci à Willy Woo de nous sortir ces analyses. Et maintenant, allons voir du côté de Will Clemente qui nous sort une charte ici. Qu'on voit clairement sa formule en vert, la ligne verte, c'est des whales qui ont de 1000 bitcoins dans leur portefeuille.
C'est pas tous les whales, c'est des whales bien spécifiques qu'il a ciblés. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que ces mêmes baleines-là se sont mis à vendre avant la grosse correction qu'on a vue au mois de mai, juin, juillet. Et regardez par la suite, ces mêmes whales-là se sont mis à acheter dans la montée qu'on a eue depuis fin juillet. Et là, pendant que le prix du Bitcoin se faisait démolir il y a 2 jours, ben ces mêmes whales-là étaient encore en train d'acheter. Donc la tendance de fond est haussière parce que les whales dictent la tendance de fond. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Mais les whales ne dictent pas la tendance court terme. Donc quel acteur de marché dirigerait la tendance court terme? Ben, encore une fois, c'est les spéculateurs, les traders à levier. Et là, comme que je vous expliquais dans ma dernière vidéo, ben on voyait le funding rate sur les futurs qui était devenu positif, mais pas très positif comme on avait vu dans la montée de 2021 juste ici. Donc c'est pour ça que j'étais pas vraiment inquiet qu'on ait une cascade de liquidation comme on a vu. Parce que qu'est-ce qu'on a vu? Il y a 2 jours, là, la correction qu'on a vue ici, on appelle ça une cascade de liquidation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens qui sont sur levier, par exemple vous prenez un levier de x10 sur le Bitcoin, mais ça prend une correction de 10% sur le Bitcoin pour que vous soyez liquidé. Et lorsque votre position est liquidée, donc par exemple, si vous aviez 10 000 $ et que vous prenez un levier de x10, ben vous contrôliez 100 000 $ sur le marché. Et si le Bitcoin n'est qu'à diminuer de 10%, vous étiez liquidé. Par exemple, si vous avez pris une position lorsque le Bitcoin était à 52 000 $, le Bitcoin descend de 10%. Donc une fois que le Bitcoin a atteint les 47 000, votre position s'est fait vendre sur le marché. Donc vous comprenez, là, le 100 000 $ que vous contrôliez s'est fait vendre en appuyant sur le bouton Market. Donc ça a fait qu'on a contribué à faire descendre le prix du marché. Ensuite de ça, ceux qui étaient en levier x20 ont fait descendre le prix et ensuite ça a touché le prix de liquidation des gens en levier x10. Ensuite ça a touché le prix en liquidation des gens en levier x7. Vous comprenez, ça a fait une cascade de liquidation et on a eu des énormes wicks comme on a vu et beaucoup de peur dans le marché. Mais là, quand je regardais le funding rate, je me disais, ben là, c'est presque impossible que ça arrive au niveau des futurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, encore une fois, on peut dire merci à monsieur Willy Woo, juste ici, qui a fait une vidéo avec Tone Vays qui nous explique que c'était pas les gens en levier sur futur qui étaient en levier exponentiel. Et c'est ça le détail qui nous a échappé. C'est que c'était les gens qui étaient en levier sur le spot. Donc les gens qui prenaient un levier, par exemple, de 5x, 10x sur les crypto-monnaies et le Bitcoin directement, qui se sont fait complètement liquider, complètement laver, comme on voit ici. Là, on voit sur l'exchange FTX. Et si on verrait absolument tous les leviers qui se sont fait démolir cette journée-là, ça serait encore plus gros. Donc on a à 100% l'explication de ce qui s'est passé. On a eu beaucoup de gens qui se sont mis en levier dernièrement, particulièrement dernièrement, parce que aussitôt qu'on a passé les 50 000 $, qui était une barrière psychologique, ben là, la plupart des gens se sont dit « Ça y est, je me mets en levier, c'est là que ça se passe, c'est maintenant que ça se passe. » Mais malheureusement, les spéculateurs en ont profité pour démolir les spéculateurs un peu moins expérimentés et on a vu la cascade de liquidation. Donc, les acteurs court terme, les spéculateurs, dirigent le prix court terme, mais les acteurs long terme, les baleines, dirigent le prix long terme. Donc, on a vu à court terme les spéculateurs se faire liquider, donc c'est fini pour eux, le mouvement est fait. Donc ceci a créé beaucoup de peur dans le marché. Bravo, vous avez réussi. Si on va voir le Feed and Greed Index, on voit clairement qu'il y a beaucoup de peur qui est embarquée dans le marché et possiblement qu'en ce moment, on a une des opportunités d'achat les plus incroyables pour la fin du bull run. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, moi, depuis les 2 derniers jours, ben je n'ai que racheté des positions. Et si on va chercher le maximum du Fear and Greed Index, on voit clairement que toutes les montées ne se font pas en ligne droite, comme par exemple ici on a la montée de septembre 2020 jusqu'à juste ici, avril. Vous voyez, on atteint des sommets dans le greed, on corrige pour avoir un petit peu de peur, mais pendant tout ce temps-là, même si on cause de la peur, le prix continue de monter. Donc tout ça pour dire, faites attention avec les leviers, c'est vraiment important. Autant les leviers que les tokens à levier, comme que je vous expliquais. N'entrez pas dans des tokens à levier si vous savez pas exactement comment ça marche, parce qu'une cascade de liquidation, comme on a vu, c'est la pire chose qui peut arriver pour un token à levier. Donc, pour la suite des choses, qu'est-ce que je pense qui va arriver? Ben, je vous l'ai dit dans ma vidéo courte au début de la semaine, on a clairement vu la deuxième vague de la vague 5 d'Elliott. Donc, étant donné que je crois en ma théorie, ben, pour ma part, c'est un des meilleurs moments pour acheter, donc j'ai racheté. Et lorsque je regarde le prix du Bitcoin ici, ben, on voit sur le court terme, en ce moment, il est supporté
par sa moyenne des 200 derniers jours. On va voir bientôt la 50 et la 200 se croiser pour faire ce qu'on appelle une Golden Cross, qui souvent signale le début d'une tendance de fond qui fait qu'on s'en va plus haut sur les prochaines semaines. Et le RSI, ben là, le RSI nous a nous a fait un fake out encore une fois. Vraiment là-dessus, bravo les spéculateurs, vous m'avez eu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a vraiment un reset du RSI. Donc, pour ma part, pour la prochaine montée, on devrait avoir un RSI là, qui va dépasser les sommets précédents sans aucune inquiétude parce qu'en ce moment, on a quand même un reset du sentiment. Donc, si on regarde le Fibonacci, on voit clairement que notre beau wick est allé chercher les 0.382, donc un bon moment pour recharger sur le Bitcoin depuis la dernière année. Donc, à quoi je m'attends sur le court terme? Ben, j'ai deux scénarios en réalité. Donc, je pense que d'ici à peu près 2 à 3 semaines, on va voir le Bitcoin dépasser là, le sommet juste ici qui était à 52 000 $. Mais il y a deux scénarios. Soit qu'on va avoir un V-bottom, remonter tranquillement vers le haut et ensuite dépasser les sommets historiques pendant que tout le monde a peur, ou on va aller faire un bottom en W, là, qu'on va revenir chercher les bas, vraiment pour aller chercher de la liquidité, créer énormément de peur, et qu'on va repartir vers le haut. Mais la tendance de fond avec les baleines est claire pour l'instant, donc tant qu'il n'y a pas de changement à ce niveau-là, je reste très haussier pour le marché. Et là, merci pour cette vague 2 de Elliott, parce qu'on peut maintenant faire le Fibonacci extension et voir jusqu'à où le Bitcoin pourrait aller à la fin du marché aussi. Donc c'est ça, il faut jamais se fier à 100% au Fibonacci extension, mais c'est un bon indicateur qui peut nous indiquer où est-ce que les autres vagues vont aller. Donc on voit le 1.618 autour des 67 000 $, intéressant. 2.618 autour des 89 000 $, 3.618 autour des 112 000 $ et notre dernière extension de Fibonacci autour des 126 000 $. Donc potentiellement que le Bitcoin n'ira pas beaucoup plus haut que 126 000 $ selon les extensions qu'on voit ici. Ça reste à voir selon l'euphorie qui va arriver en fin de notre vague 5. Et si vous voulez savoir à quoi ce mouvement me fait penser, ben ça me fait penser au mouvement qu'on a vu juste ici. Je sais pas si vous vous souvenez, lorsque le Bitcoin a atteint son ancien sommet historique au mois de novembre 2020, à 20 000 $, là, tout le monde était excité, ben on a vu encore une fois une grosse correction rapide qui nous a donné à peu près 20% de correction à une journée. Et par la suite, on est venu rapidement repartir à la hausse vers des sommets beaucoup plus importants. Donc, souvent, c'est lorsqu'on arrive à une barrière psychologique, comme là, c'était les 50 000, au mois de novembre 2020, c'était l'ancien sommet historique à 20 000. C'est là qu'on voit ce genre de liquidation qui peut arriver, parce qu'on vient chercher beaucoup de liquidité d'un coup, parce que les gens commencent à s'exciter. Donc, en ce moment, beaucoup de peur sur le marché, mais quand je regarde des cryptos comme FTT, qui font des nouveaux sommets historiques déjà, parce qu'on a beaucoup de pression acheteur, des crypto-monnaies comme Luna qui ont déjà repris les pertes de la correction, des cryptos comme Solana qui font des nouveaux sommets historiques, ou des crypto-monnaies comme on voit ici, DOT, qui a eu une correction, là, qu'on a effacé les gains de la semaine dernière. Mais je me dis, de quoi avoir peur? On vient de faire un bas plus haut que le bas précédent. Donc pour les gens qui paniquent, je sais pas comment vous avez réussi à paniquer si vous avez rentré dans le marché, par exemple, du Polkadot, les 15 $ comme je vous avais expliqué, ben je vois pas vraiment la panique là, parce qu'on a des gains quand même importants. Donc les gens qui paniquent, ben c'était les gens en levier pour l'instant. Donc gardez vos émotions en contrôle, c'est vraiment important. Et je vous rappelle qu'on a plusieurs acteurs sur le marché des crypto-monnaies et on va parler un petit peu des acteurs ensemble. Comme je vois beaucoup de gens qui me demandent des questions, mais pourquoi Paul, tu sais, le marché se comporte en vague d'Elliott, est-ce que ça va toujours être comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Ben c'est parce qu'il y a plusieurs acteurs sur le marché. On a des acteurs long terme, on a des acteurs court terme, comme vous venez de voir, avec les whales versus les spéculateurs. On a les acteurs agressifs versus les acteurs passifs, comme on a vu dans la vidéo, que je vous expliquais exactement comment les whales manipulaient le marché avec les produits dérivés. Bon, on voit c'est quoi un acteur agressif versus un acteur passif. Mais là, je vais vous montrer d'autres types d'acteurs qui vont expliquer pourquoi on a ce genre de fluctuation dans le marché, que ça se répète quand même souvent. C'est que dans un marché comme ici, on a les baleines qui ont accumulé pendant tout le bas, mais aussi on a les spéculateurs qui rentrent quand on a du momentum. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des acteurs qui ont rentré ici qui sont là pour le long terme, et il y a des acteurs qui sont rentrés avec des leviers importants qui sont là pour le court terme, qui étaient là pour, vous vous souvenez du range entre 30 000 $ et 42 000 $. Donc, il y a des gens qui étaient là seulement pour profiter du mouvement du range, donc entre 30 000 et 42 000 $. Donc, il y en a beaucoup de spéculateurs qui ont acheté ici, là, autour des 30, 32 000, 33 000 $.
Et quand on est arrivé autour des 42 000 ben eux autres, c'était terminé. Leur action dans le marché a duré quoi? 2 semaines, c'était terminé après. Donc ils ont dompé et c'est pour ça qu'on a une petite correction ici. Et c'est pour ça que ça crée une autre occasion d'achat pour des nouveaux acteurs qui n'ont pas eu le temps de rentrer dans le marché dans cette montée, qui par la suite, eux, ont racheté à levier, probablement sur les futurs ou à levier tout simplement sur le spot. Et en même temps, ça donnait l'occasion aux whales qui sont là pour le long terme de recharger. Donc vous comprenez qu'il y a des acteurs qui sont là pour le court terme, il y a des acteurs qui sont là pour le long terme, il y a des acteurs qui sont juste là pour shorter le marché. Donc, on a plusieurs acteurs dans le marché. Même si pour la plupart, on pense que ça s'en va plus haut, c'est le crypto-monnaie, il y a des gens qui sont là pour des trades sur 2 semaines, il y a des gens qui sont là pour des trades sur une journée, il y a des gens qui sont là pour des trades sur plusieurs semaines, et ça fait en sorte que chacun a des objectifs différents, parce que par exemple, pour le trader à levier qui a pris sa position autour des 30-32 000 mais lui, s'il est en levier de x5, lorsque le Bitcoin fait un gain de 30%, lui, c'est déjà fait du 150%, donc lui, sa mission est terminée, il vend, puis ça fait baisser le prix. Et c'est ça qui crée les vagues d'Elliott, c'est toujours ça, c'est parce que il y a plusieurs acteurs dans le marché qui agissent souvent de la même façon. Dans un trend, par exemple dans la vague 3 ici, les whales ont accumulé, vendent tranquillement pendant toute la montée et finissent par domper énormément lorsqu'on arrive à la fin de la vague. Alors que les spéculateurs, eux autres sont là plus pour le court terme. Donc, ne vous laissez pas méprendre par votre propre perception. Si vous êtes là pour une période de temps, ça veut pas dire que tout le monde est là pour la même période de temps et n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Donc, si votre objectif, c'est que le Bitcoin se rende à 1 million, ça se peut qu'il y a beaucoup de gens qu'à 100 000, c'est terminé, ils sortent du marché. Donc, gardez ça en tête que c'est un chaos contrôlé, on a plusieurs acteurs. Et là, je sais pas si vous comprenez, là, dans la vague 1 de Elliott qu'on a vu juste ici, là, de 30 000 jusqu'à 52 000 on a quand même eu d'autres sous-vagues d'Elliott dans la première vague d'Elliott. Regardez, si on fait notre décompte, on a notre vague 1, notre vague 2, notre vague 3, une vague 4 et puis notre vague 5. Vous comprenez? Dans chacune des vagues, il y a plusieurs acteurs, donc chacun a intérêt à vendre à un certain prix, chacun a intérêt à racheter un certain prix, mais la tendance de fond se fait par les whales. Maintenant, revenons sur Theta, parce que j'ai plusieurs questions sur Theta, puis je comprends, j'ai fait une vidéo qui parlait de Theta au début de la semaine, mais quand j'en ai parlé, on avait enfin le Theta qui venait briser sa ligne de tendance long terme, comme on voit la ligne rouge baissière ici. On avait un Theta qui dépassait enfin sa résistance des 8$. Donc, tout disait qu'on allait beaucoup plus haut. Et c'est ça qui est arrivé. Regardez, on a atteint 9,70. Mais là, on a eu la cascade de liquidation sur le Bitcoin et sur toutes les autres crypto-monnaies. Je m'aurais attendu par contre à ce que Theta soit un petit peu plus solide, là, qu'on trouve du support là, à la moyenne des 200 derniers jours autour des 8$. Mais on est allé à l'autre support qu'on avait ici, mon autre ligne verte, et on tient le coup. Donc, est-ce que Theta est un mauvais achat? Pour ma part, ce n'est qu'une occasion pour en racheter plus, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et quand on regarde notre bon vieux Fibonacci, on voit qu'on a atteint le point 61,8, qui, pour les gens qui suivent ma formation de trading, vous savez exactement ce que ça veut dire. Donc, de mon côté, Theta, on va peut-être avoir un petit peu de consolidation, mais encore une fois, comme je vous expliquais dans la vidéo dernièrement, j'aimais le Theta à 8$, donc je l'aime aussi bien à 7$ en ce moment, et j'aimais le Theta aussi à 5$, je l'aimais à 3$, donc je l'aime, puis je vais l'aimer jusqu'à temps qu'il y ait le plus haut. Et Theta a été acheté avec les gains des autres crypto-monnaies, donc à partir de là, on reste patient, on accumule, et les gens qui sont encore dans le Solana, vous le savez, là, vous avez acheté du Solana autour des 20 à 30$, et maintenant il est à 200$. Donc, les profits, dans quoi qu'on les réinvestit? Dans des projets solides. Et qu'est-ce que ça prend la recette? Ça prend un marché haussier, ça prend de la patience et un projet solide. Donc, pour ma part, le Theta a tous les ingrédients du succès. Et pour terminer la vidéo, j'aimerais vous lire une histoire qui va vous parler des acteurs de marché et comment tous les marchés sont manipulés par les contrats futurs. Et cette histoire, je la connais grâce à Willy Woo qui a publié ça aujourd'hui. Vraiment, c'est intéressant. Qui nous explique comment les spéculateurs peuvent vraiment diriger le prix du marché sur le court terme et parfois même sur un petit peu plus longtemps. Comme on voit ici, on a l'histoire de Siegel et Kuzoga qui avaient acheté 98% de la production totale d'oignons de Chicago. Autant les vrais oignons que les oignons des contrats futurs, et ça a fait en sorte qu'il y a des millions de livres d'oignons qui ont été livrés dans leurs entrepôts. On parle de 30 millions de livres d'oignons qui ont été livrés.
Et ça l'a fait, étant donné qu'il y avait plein d'oignons, ben là, il contrôlait le marché, vous comprenez? Et ça l'a fait monter le prix d'un sac d'oignons à 2,75. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils se sont mis à menacer les producteurs d'oignons en leur disant, si vous achetez pas nos oignons de notre entrepôt, ben on va inonder le marché d'oignons et on va faire crasher le prix. Et on dit, si vous achetez notre inventaire, ben qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va garder nos oignons puis on fera pas crasher le prix. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben les producteurs d'oignons se sont mis à acheter des oignons de Seagull et Kozuka. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils faisaient Seagull et Kozuka? Ils ont accumulé une position short sur les contrats futurs des oignons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en même temps? Ben, ils se sont organisés avec d'autres compagnies à l'extérieur de Chicago parce que les oignons commençaient à être pas très beaux, de les faire d'enlever la pleure qui était moins belle, donc de les nettoyer et de les renvoyer par la suite à Chicago. Et le fait que ces compagnies-là renvoyaient des oignons à Chicago, ben là, les gens se sont mis à penser que le marché d'oignons se faisait inonder, qu'il y avait trop d'oignons sur le marché, mais pourtant c'était les mêmes oignons qui avaient juste été envoyés à l'extérieur de la ville et qui revenaient. Et là, ça a causé une panique. Les gens pensaient qu'il y avait trop d'oignons et ça a fait en sorte que le prix d'un sac d'oignons a passé de 2,75 à 10 sous en moins d'un an. Et Seagull et Kozuka ont fait des millions de dollars sur leurs petites transactions frauduleuses pendant que les producteurs d'oignons étaient en faillite. Donc vous comprenez, les marchés c'est comme ça, on peut contrôler le prix du marché avec les dérivés. C'est la même chose sur plusieurs autres marchés, l'or, l'argent, plusieurs commodités. Vous vous souvenez qu'on a vu le prix du pétrole aller dans le négatif l'année passée? Ben c'est la même chose, c'est les contrats futurs encore une fois qui dirigent le prix du marché. C'est ça qui s'en vient sur le Bitcoin, un ETF sur les contrats futurs, donc on peut s'attendre à ce genre de manipulation. Donc ceci étant dit, mes pensées finales, c'est que je reste très haussier pour la suite des choses. Sur le court terme, on peut rien prévoir à 100%. Et je pense que c'est pas mal tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir été là. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. N'oubliez pas d'aller voir ma formation de trading sur cryptoformation.ca parce que de comprendre le trading pour les prochaines années va être quelque chose de vraiment important pour faire des profits. Et je vous rappelle que si vous êtes intéressé à supporter le channel avec autant des tasses que des vêtements, vous cliquez en haut et je vends des produits qui peuvent être intéressants là, pour autant le matin que de porter des bas Solana. Donc regardez ça de votre côté et je vous dis salut tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.